Cet épisode est sponsorisé par Simalp, fabricant et équipementier outdoor français depuis 1964. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec les équipes de Simalp, initialement comme testeur et depuis 2023 dans le cadre de partenariats entre les frappés et la marque. Alors bien entendu, si je continue de porter leurs produits depuis tout ce temps, c'est que la qualité est au rendez-vous, mais ce qui fait réellement que je suis un promoteur de la marque, eh bien ce sont les gens que j'y ai rencontrés. Toutes celles et ceux avec qui j'ai pu échanger sont d'authentiques passionnés de montagne qui dégagent une super énergie et forcément, ça se retrouve à tous les niveaux de l'expérience client. J'ai eu par exemple plusieurs témoignages d'auditeurs du podcast et de copains qui ont eu affaire à leur service client pour des réparations de produits abîmés. Et bien à chaque fois, l'expérience était irréprochable. Bref, Simalp à mes yeux, c'est ça, une marque française de passionnés de montagne à taille humaine qui prend soin de ses clients et qui conçoit ses produits en respectant autant que possible la nature. Côté produit, justement, je vous en touche deux mots, je suis super fan de leur gamme Trail, en particulier du short Aoste qui intègre une ceinture multipoche. C'est clairement le meilleur short de trail que j'ai jamais eu. Et pour l'hiver, quand il fait froid et humide, je sais désormais que je peux compter sur mon modèle de doudoune Meige que j'ai emmené partout avec moi, y compris sur mon expédition en Norvège ou lors de ma traversée hivernale du Jura en raquette. Rendez-vous sur simalp.fr, CIMALP.fr, pour découvrir leurs produits qui sont en plus proposés à des tarifs très intéressants. On en demande tellement à notre corps en fait que c'est compliqué de lui donner autant que ce qu'on lui demande. Aujourd'hui, l'être humain, il n'a pas été fait pour, je pense, faire des pratiques aussi, pousser aussi loin. Alors du coup, pour moi, il y aura toujours une petite forme de déséquilibrage, je pense. Dans la vie, il faut oser, il faut pas en fait rester sur ses peurs. Il faut vibrer de l'intérieur et puis vivre quoi. Hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Flavie aime le trail format longue distance, parce que c'est là qu'elle peut se retrouver face à elle-même et se questionner sur sa vie, sur ses motivations, sur ses choix. Son entrée dans l'univers de l'ultra-trail s'est faite en fanfare en 2019 avec, pour sa première participation, une place de première féminine sur la mythique course de l'Échappée Belle. Depuis, elle a engrangé énormément d'expériences, que ce soit sur la TDS, la CCC, la 6000D, le Mute, la Saint-Élion et bien d'autres encore. Au moment où on enregistre, elle s'apprête même à prendre le départ de la Diagonale des Fous. Dans cet épisode, on parle d'équilibre de vie de carquois pour bâton de trail, d'émotion et du pouvoir régénérateur du soleil qui se lève. Excellente écoute à vous. Écoute, bienvenue Flavie au micro du podcast. Absolument ravi de te recevoir en direct de où? J'ai vu que tu avais un peu bougé, mais t'es où en ce moment? En ce moment, j'ai pas trop de maison fixe. C'est un peu ma vie un peu border. Mais là, je suis à Briançon chez des amis. Je quitte chez Excellent, moi. Briançon. Briançon même ou les alentours? Non, Briançon même. Trop bien. J'y étais l'été dernier. Ma famille vient de là-bas il y a assez longtemps. Tu verras d'ailleurs, il y a des places Blanchard un peu partout, des rues Blanchard. Apparemment, le nom est bien resté dans le coin là-bas. Ah Bref. ouais, ok, j'y prêterai Ouais. attention. Écoute, bienvenue encore une fois, Flavie. Super content de te recevoir. Je pense Merci. qu'on va parler pas mal de sport, de trail, d'ultra trail, de performance, mais sans doute pas que. Donc, ce que je te propose pour introduire cet échange, c'est tout simplement de nous expliquer dans les grandes lignes quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Parcours tout confondu? Parcours tout confondu, ta vie. Waouh. Qui est Flavie en fait? Qui est Flavie? Ouais, vaste question, dure question. Non, mais qui suis-je? Aujourd'hui, je vais avoir 35 ans bientôt. Je suis née en Normandie. Mes parents sont toujours là-bas, ma sœur aussi.
J'ai fait mes études là-bas. J'ai eu pas mal eu besoin de bouger. J'ai fait beaucoup d'études à l'étranger, au Mexique, en Malaisie. J'ai fini à Paris. Je suis allée en Bretagne. Et l'appel de la montagne sans raison particulière m'a fait arriver à Chambéry. Ok. Où c'est là un peu où j'ai commencé à mettre un pied dans le trail. Et sinon, j'étais dans des études un peu diverses et variées, langue étrangère, commerce. Et puis aujourd'hui, je suis pas du tout là-dedans. J'avais une grosse sensibilité environnementale aussi. Et aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle. Je travaille pour une compagnie de théâtre. Voilà, donc c'est un petit bonheur. On passe par des hauts et des bas, mais c'est plutôt cool. Trop bien. Génial. Donc effectivement, tu as déjà bien roulé ta bosse. Ouais. Le sport d'ailleurs, parce que ça fait partie quand même, c'est une grosse partie de ta vie aujourd'hui, enfin depuis quelque temps même, j'ai l'impression. C'était une histoire de famille ou pas nécessairement? Et dans tous les cas, comment est-ce que tu en es arrivé à découvrir le trail? Alors du coup, mes parents m'ont quand même bien baigné dans le sport, Ok. mais plutôt dans le sport collectif. Moi, j'ai fait 12 ans de basket. J'ai fait pas mal d'années de tennis aussi quand même. Et mon père, c'était un footeux et ma mère, elle était du basket aussi. Et en fait, j'étais très liée à mon club en Normandie. Voilà, on était beaucoup dans le sport et c'est du fait de ma vie étudiante où j'avais du mal à rester à un même endroit et j'ai beaucoup bougé. Ça a été compliqué pour moi de retrouver des clubs dans lesquels j'avais autant de liens, d'affinités avec les personnes Mhm. dans lesquelles je m'étais construit quand j'étais à Rouen. Et donc du coup, le fait de partir toujours à l'étranger, je pense que l'envie de continuer le sport, mais de manière différente, m'a commencé à découvrir un peu on met des baskets et on va juste courir. En fait, ça a commencé comme ça. Ok. Et qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as accroché aussi fort? Parce que bon, on va en parler, mais quand on voit les courses auxquelles tu participes et tes performances, enfin, clairement, c'est une histoire d'amour, j'ai l'impression, avec le trail et l'ultra. Tu as trouvé quelque chose de particulier que tu n'avais pas nécessairement dans le basket, par exemple, ou au contraire, c'était des émotions assez similaires et du coup, il y a tout de suite eu un fit? Alors, pour moi, c'est le jour et la nuit en termes de ressenti et Ok. d'émotion. Parce que, déjà, moi, pourquoi le trail? Je pense que, en fait, avant le trail, j'avais fait 3 ans de triathlon. Ok. J'étais dans une phase où j'avais pas de boulot, où je me cherchais encore vachement sur ce que j'avais envie de faire. Et j'ai quand même un tempérament où je suis pas hyper active, mais j'ai besoin qu'il se passe des choses dans ma journée. Et le triathlon est venu à moi parce que je m'étais mis à courir, j'avais commencé à nager, puis je me suis dit, bon, pourquoi pas rajouter une troisième discipline. Et ce moment où je travaillais pas, du coup, j'ai commencé à m'inscrire à un club et puis à commencer les entraînements et à voir que je m'en sortais pas trop mal pour un début. Et en fait, au fur et à mesure des triathlons, là où je m'éclatais le plus, c'était quand même la course à pied. Puis c'était là où je voyais que les résultats étaient meilleurs. Et par contre, ouais, rien à voir avec le sport collectif. Le sport collectif, c'est vrai que c'est fort avec ce que tu peux partager avec les autres, je trouve quand même. Mhm. Le côté collectif et le côté trail, j'ai plus retrouvé une forte addiction quand même. Parce que je pense qu'on doit libérer des hormones ou enfin il y a un truc très addictif et le côté sport outdoor où moi je suis tombée amoureuse de la montagne en fait et donc du coup j'aspire hors trail à surtout aller retrouver la puissance qu'on peut retrouver quand on part crapahuter en montagne pendant des heures, les vues qu'on a, la sérénité qu'on peut ressentir. Et puis après, au travers des courses, quand on porte un dossard, tout là, c'est l'introspection qu'on a avec nous-mêmes, les émotions, les ups, les downs, tout ce qu'on vient rechercher, que j'adore et que ça fait toujours peur, mais qu'on a toujours envie d'y retourner. Ouais.
On en parlera des courses qui se passent pas comme on veut et pourtant à la suite desquelles on repart, on reprend des lignes de départ. Mais et du coup, ce côté introspection, tu penses que c'est ça qui t'a amené sur du long, parce que j'imagine que tu l'as peut-être moins ça sur des Mmh. formats très courts. Ah bah ouais, je l'ai pas justement. Sur le format court, Ok. j'apprécie moins le moment. C'est sûr que on est toujours content après l'avoir fait, dans le sens où l'effort est fini et on est content de ce qu'on a fourni. C'est un peu ce que je ressens dans le court, alors que dans le long, j'ai beaucoup plus conscience de l'instant présent et de l'état dans lequel je peux être. Alors que le court, c'est juste faut courir, faut foncer, et il y a pas de place à l'erreur, tout est Ouais. calculé. Moi, j'ai du mal avec l'aspect calcul, vitesse, manger temps toutes les heures, parce que on n'a pas le droit à l'erreur, en tout cas quand on est à un niveau à un haut niveau. Après, on peut toujours prendre le départ pour le plaisir. Il y en a beaucoup qui le font, ils ont bien raison de le faire. Mais dans le long, il se passe d'autres choses. Il se passe beaucoup de choses dans la tête. C'est beaucoup plus dans la tête que sur l'aspect physique, même si ça demande une énorme préparation. Et c'est ça que je vais rechercher. C'est moins Ok. l'aspect physique, c'est plus l'aspect mental que j'aime sur le long, qu'on a moins sur le court quand même, je Ouais, trouve. ouais. Excellent. Alors, question très précise, mais matérielle. En fait, je suis sur ta page athlète Simalp et je vois que tu as Mmh. un carquois. Il y a une des photos où tu as un carquois pour les bâtons. C'est une vraie question intéressée. Ouais. C'est vraiment un plus pour toi, ça, ou pas? Enfin, il y a un vrai intérêt ou pas tellement? De Parce que je me l'utilisation des demande, bâtons? ouais, 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 exactement, de l'utilisation, pas des bâtons, mais du carquois pour les bâtons. Voilà, c'est une question que je me pose parce que j'avais une ceinture, pour tout te dire, et élastique, et je trouve que c'est pas méga confort avec le sac qui vient taper dessus et tout. Donc je me demandais si un carquois ça serait bien ou pas. Et voilà, comme je vois que t'en utilises, je me permets de te demander. Tu me demandes. J'ai tout essayé. J'ai aussi mené mon enquête sur un peu qui fait quoi ou comment porter les bâtons. Moi, la ceinture, ça a jamais marché parce que les hanches doivent pas aller avec la manière dont ils montent les bâtons. Enfin, la ceinture me remonte tout le temps. Enfin, ça ballotte. Apparemment, maintenant, il y a des petits élastiques sur les sacs. Ça m'intéresse aussi vers le bas. Et, Ok, euh, et donc du coup ça j'aimerais bien tester cette façon de faire, mais j'ai pas le sac encore pour. Et donc du coup je sais plus, moi je crois que j'avais vu ça via François Daen et j'avais dit ah ça peut être pas mal le côté carquois où on met les bâtons dans le dos, et il y a un côté praticité, on les sent pas. Et j'ai essayé une fois et ça m'a plu parce au tout début moi je portais les bâtons à la main et je m'étais fait ah ouais, enfin quand je cours j'ai tendance à être un peu un peu rigide du haut du dos. Donc en plus si tu me rajoutes le fait de porter des bâtons pendant 8-10 heures, il fallait vite que je trouve une solution, et puis en menant mon enquête, j'ai vu ça, j'ai essayé, et puis j'ai dit oui tout de suite. ok. Et donc satisfaite, t'arrives à retirer tes bâtons en courant sans enlever le sac, ça Ouais, te fait bien. ouais, j'y arrive. Bah c'est comme tout, c'est un entraînement en fait. Faut s'amuser à le faire en off, Ok. à essayer de. Alors des fois, on s'arrête vraiment 5 secondes histoire de bien zioter, mais maintenant j'arrive plutôt bien à le faire. Ouais, il y a des automatismes qui se créent. C'est comme tout en fait. Enfin, il faut juste le faire, les enlever, les remettre, même si des fois on n'en a pas forcément besoin, mais faire l'exercice pour que ça devienne naturel et qu'on n'ait pas besoin d'enlever le sac. Je vois rarement les gens enlever le sac d'ailleurs. Ok. Ok, bah écoute, je pense que j'essaierai du coup. Merci pour ce retour. De rien. Sans transition du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton premier trail longue distance? Si j'ai bien lu, tu as commencé avec quelque chose de très 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 costaud en la matière. Et je serais curieux du coup d'avoir ton J'espère qu'on récap, pense ton à la même récit. course. Vas-y, dis-moi, je te dirai si c'est ça. Ah bah pour moi c'est l'échappée Velle. Yes, ouais, c'est ce que j'avais vu. Ah cool, ça va, on se trompe pas alors. Oui, c'était en 2019. Ouais, Et je me souviens beaucoup. Alors je pense, je sais plus trop me dire pourquoi je l'ai choisi elle, mais je me souviens beaucoup d'un ami, Bruno Poirier, que j'apprécie. Je lui fais un petit clin d'œil s'il écoute ce podcast, avec qui je suis partie faire un trail au Népal, qui m'avait dit
pour du long, t'as quand même pas choisi la facilité. C'est clair. Et d'ailleurs, ça se reconnaît sur la suite de mes choix de parcours. Je pense qu'on avait dû me parler de cette course et on me l'avait sûrement bien vendue. Et donc du coup, je me suis lancée sans vraiment trop savoir. Voilà, qu'est-ce qui m'attendait. J'avais quand même fait une reco sur 2 jours et je m'étais dit non mais quel chantier, c'est juste pas possible. Pourquoi je m'embarque là-dedans? Et au final, je me Parce que, souviens de ce jour-là. pardon, je te coupe. Qu'est-ce qui t'avait Ouais. surpris sur la reco? C'était la technicité du terrain dans Beldon notamment, ou c'était quoi? Ouais, le début est très technique. Les cailloux, je suis même pas sûre que ça a un intérêt justement d'avoir les bâtons parce que c'est un coup à ce que le bâton il s'enfonce dans les énormes caillasses sur lesquelles on marche. Et puis c'était la première fois où je faisais beaucoup de dénivelé sur un kilométrage quand même relativement limite avec des descentes techniques où en fait t'avances pas en fait. Enfin ça, tu peux pas courir et gagner du temps là-dessus. Et je me souviens que j'avais fini la reco, j'avais été vraiment très 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 fatiguée physiquement, mentalement, et je me disais mais comment on va réussir à faire ça en une fois? Et et comme quoi, et je me souviens pour la préparer, j'avais fait la 6000D la même année. Et ça m'avait beaucoup été utile pour les longues descentes pour casser des fibres. Mmh. Et au final, le jour J, bah c'est pareil. Je pense que c'était un jour où ça devait bien se passer. C'était un jour où j'avais les ailes et globalement, à part vers la fin qui a été très dur, les 20 derniers kilomètres avec le début de la nuit, j'avais passé une incroyable journée avec une météo super. J'avais eu des paysages magnifiques. C'était incroyable cette course. Et du coup, en termes de sensations, puisque tu avais fait la 6000D, donc c'est un 65 km, Ouais. l'échappée belle, c'est 85 avec 6000 mètres de dénivelé, Ouais. juste ça. En termes de sensations, par rapport à ce que tu évoquais un peu plus tôt, tu vois, cette introspection, le fait de se retrouver face à soi-même, la partie mentale, tu l'as ressenti sur cette échappée belle déjà? C'est quelque chose dont tu as fait l'expérience? Euh, Ça me paraît tellement loin maintenant que tu vois, c'est bizarre comment le corps, des fois, je pense que quand on vit des choses difficiles, c'est là que c'est bien, c'est que on a tendance à oublier, à mettre de Ouais. côté et à garder que le positif. Non, mais c'est hyper flou pour moi, en fait, les souvenirs de l'échappée belle. J'ai juste des flashs. En fait, je pense qu'il y a plein de moments que je retiens pas dans les courses comme ça où pendant 17-20 heures tu cours dans la montagne. Et moi j'ai vraiment des briefs images qui me viennent et notamment celle à l'arrivée où je vois la pancarte Egbel et je me dis ça y est, c'est fini, et je me mets à pleurer alors qu'il me restait encore un petit kilomètre à faire. Mais et donc du coup cette introspection là, j'ai du mal à je pourrais la revivre sur les récentes courses, les 2 dernières années que j'ai fait. Mais là, c'était un peu le début, c'est un peu la découverte, tu sais pas, et Ouais. tout est, il y a beaucoup de choses qui se bousculent, et j'arrive pas à me dire si vraiment j'ai fait une grosse introspection sur cette course-là. Tu vois, j'étais tellement dans la découverte de l'effort Ouais. intense que là, pour le coup, je pense que j'ai moins fait une introspection que j'ai pu faire récemment sur les dernières courses. Je sais pas si c'est clair ce que je Ok. dis. Si, si, ouais, très clair. Non, mais de toute façon, enfin, c'est un thème qu'on évoque régulièrement avec mes invités qui font de l'ultra, que ce soit en cyclisme, trail, course à pied. Enfin, c'est cette capacité du cerveau à oublier les moments difficiles qui est juste, enfin, hallucinante. Donc, ouais, non, Ouais. je vois bien. Je vois bien. Du coup, si pour rester sur la même question, parce que ça m'intéresse cette partie, tu vois, introspection mentale, se retrouver dans ses pensées sur du long. Tu dirais que récemment, quelle course t'a permis vraiment de faire ça, et qu'est-ce que t'en as retiré in fine? Bon, les 2 dernières courses que j'ai fait qui moi c'est ma course de cœur, ça représente beaucoup pour moi, c'est la TDS que j'ai fait en Mhm. 2021, qui là pour le coup m'a puisé dans mes retranchements. Je m'étais vraiment, j'avais mis beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop dans ma préparation, c'est-à-dire que je vivais
je vivais ça en fait. C'était dans mon quotidien. Je pense que j'avais misé beaucoup. Et puis parce que c'était la première fois que je m'embarquais dans un 150 km et j'avais été blessée avant. Et donc j'avais contacté un ancien ami et et blessé, je lui avais dit j'aimerais bien faire cette TDS, mais j'étais quand je lui avais dit, j'étais pas sur une chaise roulante, mais presque. Je pouvais pas courir, je pouvais Ah ouais. difficilement marcher. Et j'avais mis fin à ma première relation avec mon premier coach. Et, et il m'avait dit, alors lui plutôt un coach côté triathlon, justement, je l'avais rencontré à mon club à Nantes. Et il m'avait dit, oh bah, ça m'a fait rire que tu me dises en étant incapable de marcher que tu avais envie de te lancer en 8 mois de préparation dans un 150 km. Vas-y, je veux bien relever le défi. Parce que c'est quand même assez folklore de t'entendre dire ça et d'avoir cette capacité à, ok, je peux pas marcher, mais je veux faire 150 km dans 8 mois. Et donc du coup, il m'a beaucoup préparé, aidé. On a énormément échangé, et donc du coup, c'est devenu vite quelque chose de très important pour moi. Et je suis partie très fort, trop fort, comme beaucoup font en termes d'intensité, parce qu'il y a l'adrénaline, parce que on est au départ d'une course qu'on prépare depuis super longtemps suite à une grosse blessure. Et au bout du 70e kilomètre, ça a été la descente aux enfers. Et là, en fait, introspection sur pourquoi je le fais, qui suis-je, euh, pourquoi arriver dans ces états-là, et de me dire, et en même temps, j'ai tout fait j'ai fait toute cette prépa, je peux pas lâcher maintenant. Donc du coup, tu ressasses ta vie, ton passé, ton enfance, tes proches qui sont là pour toi, tu penses à énormément de choses. Et bon, c'est beaucoup, moi, cette TDS 2021, c'est beaucoup mes proches qui m'ont fait continuer et aller au bout de l'aventure. Déjà les proches qui étaient loin, mais les proches qui étaient là aussi pour moi le jour de l'événement. Waouh. Parce que ta blessure, en l'occurrence, c'était quoi? Je m'étais fait la tendinite du tibio-pastoral, le tendon sur le côté cheville interne. Et le kiné à Ok. l'époque m'avait dit, bon, pour que tu te fasses ce tendon-là, c'est que vraiment t'es allé fort dans les entraînements, quoi. Tu t'es pas écouté. Ok. Waouh. Donc ouais, j'ai mis 4 mois avant de recourir. Après la TDS? Non, 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 ça c'était avant. Cette Ok. blessure, elle s'est faite avant. Et c'est au moment où j'étais blessée que je me disais, j'aimerais bien cette année faire le départ de la TDS. Mais du coup, une fois que tu as eu pris le départ, tu avais cette blessure avant, mais tu as fini comment si c'était compliqué, enfin pas relativement tôt dans la course, mais si la blessure elle s'est bien réveillée et manifestée pendant la Et course non, en à fait, l'arrivée? non, 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 ma blessure était, alors j'ai eu peur parce que j'avais peur qu'elle revienne, mais c'était plus un down mental que j'ai connu D'accord, avec ok. une difficulté de m'alimenter. Mais par contre, Ok. zéro bobo à la fin de la TDS. Après, voilà, on n'arrive pas à marcher le Waouh, ok. lendemain, mais Ok. normal. Ouais. Ok, non, je pensais que tout s'était réveillé en fait pendant la course et que c'est pour ça que c'était devenu très difficile. Ok, Et donc non, non, c'était non, vraiment c'était juste, mental. Ok. non, non, physiquement bien. Après, je pense que je manquais encore d'entraînement, de connaissance de mon corps, pour moi, j'estimais qu'en 2021, j'étais encore dans beaucoup la découverte du long et de ce que ça pouvait amener, et je me suis fait surprendre sur cette TDMS 2021, pensant que j'étais capable, alors qu'en fait, je pense il y a des étapes à pas griller, si on veut pouvoir être en capacité de prendre un max de plaisir quand même si on sait qu'on va avoir Mhm. des moments difficiles. Là, ça avait été trop long. Enfin, le moment difficile a duré beaucoup trop de temps pour moi. Du 70e au 150, c'est long. Et ça a été Ouais, dur. ouais, punaise. Ouais, c'est long. Ouais. Ok. Ouais, Et heureusement ouais, c'est là que le soutien des proches est quand même, enfin, pour moi, a été primordial pour repartir, ouais. ouais, ouais. Bah, soutien des proches qui t'ont, enfin, très certainement apporté plein de choses, mais aussi le mental in fine, hein, parce que Et le mental, oui, ouais. ouais, clairement. Et tu dirais Après, du coup, le vas-y. mental, je
pense que j'ai tendance à avoir du mal avec l'échec pour moi, mais comme je pense beaucoup, c'est difficile pour moi après tout l'engagement que j'avais mis de me dire cet effort-là, il va durer ce qui va durer, si c'est 25, 30 heures, 35 heures, mais tu peux pas toute l'énergie et tout comment tu l'as pensé, tu peux pas arrêter maintenant. Surtout que j'avais pas de bobo physique. Et donc du coup, c'est de là où j'ai réussi à aller puiser au fond pour avancer en fait. Même si c'était un pas après l'autre. Et après, il y a des moments où tu arrives à relancer, d'autres moments où bon bah voilà, introspection quoi. Tu passes par plein d'émotions à la fois dans la tristesse, dans l'euphorie, et ça c'est, j'ai jamais connu ça puissance 1000 ailleurs que par le trail. Ouais. Et donc, chrono final de ta TDS en 2021? 26h30, un truc comme ça, 26h quelque chose. Ok. Wow. Et par rapport à ce que tu évoquais, là, un peu tu vois, les ascenseurs émotionnels, les hauts, les bas, est-ce que tu as l'impression que selon le moment de la journée, ça a un impact? Et je te dis pourquoi je te pose cette question, parce que j'ai fait mon premier ultra en juillet. Enfin, j'avais fait la PTL, mais qui n'est pas vraiment un trail. Ah, Et quand j'ai même, oui. Ouais, enfin, oui, tu cours 500 mètres. Enfin, nous, en Oui, tout c'est cas, une on grosse a rando. couru 500 mètres, tu vois, sur les 300. Voilà, c'est une très grosse rando. Mais j'ai fait un Ok. vrai ultra, entre guillemets, en juillet. Et j'ai eu une grosse période de down aussi vers 3, 4, 5 heures du mat. Et quand le soleil C'était s'est lequel? levé, comment? C'était lequel trail? C'était le GTC 100. Ok. C'est au départ de Courmayeur. C'est une boucle, c'est l'organisation du Tour des Géants. Et c'est une boucle Courmayeur. Et ça faisait 108 et 7002, je crois. 7002, 7003, je sais plus trop. Et ouais, grosse période de down en fin de nuit. Tu vois le moment vraiment où il fait le plus froid, là, 4-5 heures du mat, tout est Ah oui. humide. Et ça allait vachement mieux dès que le soleil a commencé à se lever. Et j'ai pas du tout, enfin, c'était la première fois que je faisais un ultra comme ça. Mais du coup, toi qui as l'expérience du très long où tu passes au moins une nuit dehors, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un lien aussi avec le rythme du soleil, tu vois, de la nuit, etc., ou pas du tout, Ah bah tu le ressens pas? complètement, complètement. C'est Ah ouais, marrant que ok. tu me dises ça parce que moi je me vois dire en tout cas en 2021, je crois à la TDS, je me vois croiser mon père et lui dire ah, il est temps que le jour se lève. Il Ah est ouais, temps, ok. je sais que je vais repartir sur une autre journée. Ça va être, voilà, c'était dans le au Beaufortin. Je suis perdue avec toutes les courses, c'est assez hallucinant. Mais après, il y en a qui aiment courir de nuit, il y en a qui aiment moins. On passe sur une autre phase quand on est encore plus en introspection, je pense. C'est comme la TDS en 2023 où on n'avait pas de visibilité, on a eu une météo catastrophique. Le fait qu'on voit pas ou qu'on est dans le noir avec la lampe frontale, je pense qu'on, après, au-delà de l'introspection, il y a aussi beaucoup comme un reset de ta vie, en Ouais. fait. C'est un moment de pause. Et là, t'es dans ta respiration. Tu suis la petite lampe frontale qui va aller, moi, je ziote les limaces qui passent, les petits animaux, tu vois. T'es vachement il y a des fois des grosses phases d'introspection de toi, de ta vie, de ce que tu veux faire de cette vie. Moi, ça, en tout cas, c'est assez fort en trail. Et il y a aussi ces phases où, ok, pause. Là, je suis juste dans l'observation, je mets un pas devant l'autre, je vois la brume, je vois une petite étoile, et juste tu constates, t'es dans le constat de ça, et ça ouais, c'est assez fort. Et je trouve que tu l'as plus dans la nuit Mhm. que dans la journée, par exemple. Enfin, en tout cas pour moi. Super intéressant. Mm. Ok. Du coup, par rapport à tous ces moments d'introspection, enfin toute cette expérience que tu as engrangée sur du long, tu dirais que ça a été quoi les plus grands apprentissages que tu as fait ces dernières années depuis que tu as commencé à peu près en 2019, que ce soit sportivement d'ailleurs ou personnellement? Parce que je sais pas, t'évoquais en intro que tu as eu pas mal de changements, enfin tu as exploré plein de chemins différents. Je sais pas si ces explorations elles se sont fait encore, enfin si tu continues à les faire au moment où tu as démarré le trail, et où peut-être que justement ça t'a apporté de la clarté sur certains choix de vie, ou si tout était déjà figé en place quand tu t'es lancé en 2019. Mais voilà, en gros, les apprentissages, la Flavie d'aujourd'hui versus la Flavie de l'époque sur le plan sportif et perso.
Oh là 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 là, dure question. Vaste question. Ah ouais, voilà, en plus, il s'est passé, enfin, comment dire? Le trail, a fini par m'avaler un peu trop. Enfin, ça c'est devenu une addiction, mais peut-être plutôt négatif que positif. Je suis passée Ok. dans des il y a eu la Flavie, avant le trail, très fêtarde, très sociale, très joyeuse. Ça va être difficile, ça va être dur à dire, hein, mais et quand j'ai rencontré le trail, je suis un peu j'ai un peu pris l'autre verre de me couper un peu de mon réseau social, de mes amis, de vouloir être beaucoup dans la performance parce que en fait j'ai eu des résultats très tôt, très vite, sans attendre ces résultats-là. Donc on Mhm. se prend vite au jeu, on fait vite des erreurs aussi là-dessus, et c'est devenu un peu pas ma seule raison de vivre, mais presque, dans ma manière de fonctionner, de penser, de vivre. Et je me suis coupée un peu de beaucoup de choses, jusqu'à il y a 3-4 ans. Trois, même je dirais 2-3 ans, un peu moins. Et il y a les aléas de la vie qui m'ont mis des petits cailloux dans la chaussure pour m'alerter. Donc au début j'étais là, aïe ça fait mal, mais ok, je continue à marcher. Et puis après le caillou était un peu plus gros. Puis à un moment on m'a mis une météorite sur la tête pour me faire dire stop. Comme ça, bah là j'avais pas le choix. Et en fait, suite à cette météorite là, je me suis un peu posée. Je me suis dit bon, ok, qu'est-ce que tu veux faire et comment. Et donc je continue à être dans cette pratique sportive. Je vis des choses incroyables. J'ai mon coach, Christophe, qui aussi a été très présent et qui voit aussi la Flavie évoluer et ne plus mettre autant d'énergie que j'en mettais avant. Et je pense que du coup c'est une libération, et donc du coup ça m'a aussi fait des belles aventures de trail, en étant moins stressée, en y mettant moins d'enjeux. Et donc du coup, ben découle aussi des résultats et des aventures assez incroyables. Et donc je dirais, quand tu me poses la question à titre sportif et perso, je pense que c'est beaucoup perso qu'en fait, bizarrement, j'ai beaucoup Mhm. évolué. Et donc du coup, même mes amis, ma famille, maintenant j'arrive à avoir un équilibre. Certes, je passe beaucoup de temps en montagne encore, mais c'est ce qui me fait vibrer. En tout cas aujourd'hui, ça évoluera sûrement dans le temps. Mais c'est plus réussir à trouver un équilibre de vie où il n'y a pas que le trail, il y a plein d'autres choses chouettes que je découvre encore aujourd'hui, que je me réouvre, et que cet équilibre-là, perso, sportif, pro, j'arrive à trouver aujourd'hui, et ça m'a fait énormément grandir, et je continue de grandir au quotidien avec tous ces apprentissages, voilà, dans la vie de tous les jours, de par les rencontres que j'ai faites, les thérapeutes que j'ai suivis. Parce que voilà, ça, dans l'ultra trail, c'est tellement exigeant, ça demande tellement de temps, l'hygiène de vie, que que voilà, on peut vite partir dans des travers et qui sont pas forcément Mhm. bons pour nous. Donc c'est retrouver un équilibre serein, et retrouver une vie sociale que j'avais complètement perdue, vraiment, et me dire qu'en fait tout est possible, tant que le plaisir et le bien-être, il est là, on peut faire de grandes choses. Excellent. Donc cette météorite, elle était plutôt sociale perso, c'était pas une grosse blessure ou tu vois liée à un surentraînement ou ce genre de choses. C'était du social perso. Ouais, c'était Ouais. ma vie perso, mais pas du tout physique, hein, pour le coup. À part cette blessure que je Ok. t'ai évoquée, après, j'ai pas eu de grands bobos en particulier. C'était là Ok. encore une fois, on revient sur, je pense, l'aspect plus comment on est nous, et mentalement. Je pense que mentalement ça allait. J'étais plus très bien en fait. Je continuais à aller courir en montagne, mais tous les à côté, il y avait plein de choses qui allaient pas. Ok. Intéressant, j'ai l'impression ce déplacement de curseur ou peut-être que tu Mm, vois, le curseur trail était un peu trop sur un extrême complètement. cet événement est venu peut-être te faire réaliser ça et le replacer au bon endroit. Hyper intéressant. Exactement, tu l'as. Eh ben voilà, tu, Ok. tu l'as magnifiquement bien résumé, Loïc. Euh, ok, ça me fait penser à tu vois cette notion de rééquilibrage
Alors c'est un peu différent, mais quand même assez proche, j'ai l'impression. J'ai reçu un ultra trailer 2 fois, Nahuel Passera, je sais pas si tu connais, Ah qui est non. l'organisateur de la Pika Pika, si ça te parle. Ah ok, oui. Voilà. Donc il y a grosse expérience aussi dans l'ultra, qui a fait, je sais pas s'il a fait l'UTMB. Quand on s'était parlé, il voulait faire l'UTMB mais à vélo, et je crois qu'il a fait le Tour, ça c'est sûr. Enfin bon, bref, il a fait, il aime bien les ultras, mais il aime bien les ultras très montagne, tu vois. 100 Ok. km, 10 000 mètres de dénivelé, ou 150, 15 000, enfin voilà, c'est son délire un pour un, quoi. Et bref, Ok. on évoquait le sujet de l'alimentation, en fait, et des dérives qu'il peut y avoir dans le sport de haut niveau en général, parce que lui, c'était un gardien de but en centre de formation. Enfin, il était jusqu'à ses 18 ans, il était footeux, mais au niveau. Et quand il a arrêté, en gros, il a pris, alors je me rappelle plus, mais il est clairement devenu obèse. Ah Et en ouais. fait, ouais, il s'est mis au trail parce que son père l'a inscrit à une course de village du coin. Il a terminé avant-dernier ou avant-avant-dernier, je sais plus. Et l'arrivée était au sommet d'une montagne. Et en arrivant au sommet, il s'est dit paysage incroyable, mais là, c'est pas possible, quoi. Je suis en surpoids. Et donc, il s'est mis à courir. Et voilà, ça a été le début d'une longue histoire d'amour avec le trail. Incroyable. Mais ouais, mais on parlait quand même de. En fait, tout ça pour te dire, je te donne le contexte parce qu'il m'expliquait en fait, il voit beaucoup autour de lui. Et du coup, ça va être ma question pour toi. Est-ce que tu le vois aussi? Il voit beaucoup autour de lui dans l'univers de l'ultra trail, l'ultra cyclisme, des dérives notamment, tu vois, alimentaires, où en fait on a l'impression que c'est un monde merveilleux, un esprit sain dans un corps sain, tout le monde, tu vois, une hygiène de vie absolument superbe, un équilibre incroyable, etc. Et il dit non, non, mais en fait, moi ce que je vois, et en tout cas moi ce que je vis aussi, c'est que bah, c'est très compliqué, c'est très exigeant et peut-être parfois trop. Donc, pour les périodes de course, bah, je perds 10 kilos. Dès que la période de course est finie, je me remets à manger n'importe quoi parce que il y a peut-être un appel, tu vois, d'endorphine ou j'en sais rien. Et donc, il parlait de ce yo-yo du poids. Et il avait l'air de dire qu'il en voyait quand même beaucoup autour de lui dans l'univers d'Ultra qui avait ce petit challenge aussi. Et donc, tu vois, pareil, cette notion de curseur de est-ce que tu as vraiment besoin de périodes de diète extrêmes pour être performant, sachant que derrière, tu peux plus les tenir. Enfin, voilà, ça m'a fait penser à ça, ce que tu disais. Du coup, ce long contexte pour te poser une question, c'est est-ce que toi, tu vois ce genre de, pas de dérive, parce que c'est peut-être un peu péjoratif, mais ce genre de peut-être de challenge dans l'univers de l'ultra haut niveau, que ce soit sur l'alimentation, sur, je sais pas, peut-être tu vois, le sommeil, le fait d'enchaîner les courses, parce que dans la saison, les sponsors demandent d'être visibles, etc. Enfin, si on rentre un peu plus dans le détail, tu vois, du curseur, au-delà de l'aspect social que tu évoquais, est-ce que tu vois d'autres choses, toi, qui à ton sens, pourraient être un peu rééquilibrées euh, Voilà, longue question. Encore. Après, c'est ouais. Ah, elles sont pas faciles tes questions. Non, mais sur l'alimentation, moi j'ai été, je faisais pas le yo-yo, mais j'étais rentrée dans un contrôle de l'extrême. Ah ouais, ok. C'était c'était un contrôle au point de, j'en étais arrivée à peser mon pain le matin. Ah ouais, ouais, je vois. Ouais, ok. Et ça, moi, j'en suis sortie. Après, je fais quand même vraiment attention à ce que je mange. Bon, c'est pas un mal, hein, mais j'ai lâché énormément de prise sur beaucoup à ce niveau-là. Et d'ailleurs, mes proches me le disent assez régulièrement. Euh, mais par contre, j'ai questionné énormément autour de moi, et c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même le poids en tout cas, et on dit toujours chez les femmes, en fait beaucoup aussi chez les hommes, c'est un énorme sujet très touchy, et en Ouais, fait ça on n'en parle pas assez parce que c'est tabou, parce que il y a aussi le côté chez les femmes avec le côté hormonal, les cycles menstruels, c'est on en parle de plus en plus, mais moi je suis aménorrhée précoce, j'ai pas mes règles quand je les ai, c'est voilà, ça reste anecdotique. C'est plein de sujets comme ça où on sent bien que l'équilibrage peut-être est pas encore totalement là pour mais parce que cette pratique-là, est-ce que c'est vraiment c'est difficile de trouver un équilibre sur des pratiques aussi, voilà, poussées aussi loin. Alors du coup, bah pour moi il y aura toujours une petite forme de déséquilibrage, je pense. Et donc du coup, ouais. on essaye de combler oui, avec le sommeil, avec
quand même une hygiène de vie. Alors il y en a qui sont vraiment dans le calcul de tout, sur l'aspect grammage, protéines, glucides, lipides, sur le quota de sommeil, quand dormir, les micro-siestes. Mais moi, en tout cas, j'aspire à ne plus être dans ce schéma-là. Pour moi, c'est beaucoup de plaisir et j'essaye de faire confiance en mon corps, en fait, et à essayer de l'écouter le plus possible. Ça me paraît tellement. Enfin, ça me paraît inconcevable en fait de tenir dans la durée avec autant de contraintes, tu vois, sur l'alimentation. Enfin, pour l'avoir fait quelques années, parce que je faisais du sport au niveau, j'étais en équipe de France de judo pendant un moment. Et tu vois, quand tu parles de peser la bouffe, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs de mois entiers passés à peser mes pâtes, etc. Enfin, l'horreur. Et je me dis, mais ça me paraît impossible de tenir ça sur des années, tu vois, et de continuer à prendre du plaisir. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est tellement Après, extrême. je pense qu'il y en a qui ont la capacité de, Ouais. et peut-être qu'il y en a qui sont suivis, euh, Oui, ouais. plus suivis en tout cas par des professionnels, pareil sur coach mental, sur une nutritionniste. Et ils ont un entourage en fait. Nous on est là, on veut faire beaucoup, mais on n'a peut-être pas l'entourage, on n'a pas les connaissances. Ouais. Donc du coup, on fait forcément des erreurs. On a aussi nos faiblesses, nos fragilités, notre histoire de vie qui fait que c'est compliqué. C'est comme ça qu'on arrive à se découvrir et qu'après, avec le temps, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus, on sait vers où on veut aller, mais ça prend du temps et on est forcément obligé de se casser la gueule quelques Ouais. fois pour se rendre compte de ce qu'on veut plus, et l'équilibrage qui nous va à nous et qui ira pas à une autre personne. En fait, c'est propre à chacun, je pense. Ouais. Ouais. Ça prend du temps. On aura beau questionner toutes les personnes sur comment tu fais, c'est quoi ta manière de fonctionner, tu dors quand, tu fais quoi, tu manges quoi. En fait, c'est à soi en fait de savoir ce qui est bon pour. Et moi, je suis très matinale. Il y en a, ils vont être beaucoup du soir, par exemple. Et c'est pareil pour mes versus pratique et lien avec le trail. Ouais. Ouais. Effectivement. Mais bon, Mais ouais, c'est comme c'est un un bon point. échange. Attends, je te coupe, mais c'est comme un échange que j'avais eu avec Muriel Urtis, qui était venue lors d'un rassemblement Simalp, parce que du coup, elle est ambassadrice de la marque, et que elle avait fait la remarque de trouver qu'on était assez mince pour des personnes qui allaient faire des heures en montagne, et que du coup, elle se demandait où étaient nos réserves à nous, parce qu'il en faut pour aller 20 heures, 25 heures, 30 heures en montagne. Et Mhm. elle voyait déjà un peu le côté un peu, ouais, calcul du poids, parce elle se demandait pourquoi on était aussi fine, et elle nous expliquait que quand elle était euh, sur ses 100 mètres, si elle prenait, c'était la balance matin et soir. Si elle prenait 10 grammes, Wow. elle perdait une seconde. Ah ouais. Et ouais, et donc du coup, on avait des échanges comme ça sur le poids, où en fait, c'est un paramètre qu'on ne peut pas négliger qui est très sensible, et qu'il faut faire vraiment attention avec ça, parce que c'est notre essence. En fait, moi, j'aime pas dire carburant parce que ça me fait penser au carburant d'une voiture, et pour moi, on lui donne pas forcément des bonnes choses à la voiture, mais l'essence même, l'âme qu'on donne, c'est à travers quand même beaucoup la nourriture, et Mhm. c'est hyper important. Et donc voilà, c'est un sujet très très intéressant. Ouais. Du coup, je rentre dans le détail. Ton poids forme, c'est quoi? Tu le surveilles, toi? J'ai arrêté de le surveiller. Là, pareil, j'essaye de me faire confiance. Je vois que je suis bien, je bouge pas beaucoup, mais je dois être à 58, je pense, Ok, 58, hein, quelque chose comme ça. Ouais. ok, d'accord. Super intéressant. Effectivement, j'imagine que plus tu te connais, plus tu te confrontes à des situations où tu explores un peu tes limites, ce qui te va, ce qui te va pas, et mieux tu es capable de caler tout ça. En termes de course, du coup, c'est quoi le rythme qui te va, toi? Je veux dire, en volume de course à l'année, tu te fixes un peu une limite, ou tu sais ce qui te convient, ou c'est selon les opportunités? Oui. Bon, alors là, c'est un échange assez en fin de saison. On fait le bilan avec le coach, avec Christophe, et donc du coup, on évoque un peu les envies de l'année. Une fois que c'est terminé, il faut forcément repenser tout de suite après l'après. Non, concrètement, moi, je suis pas à la course d'en faire beaucoup.
Parce que et de moins en moins d'ailleurs, je trouve. Peut-être qu'au début, quand tu démarres, t'as envie de cocher plein de courses et de mettre le dossard assez régulièrement. Moi, étant donné que c'est des choix très particuliers que je fais et c'est des courses c'est pareil, c'est-à-dire que rien que je prononce le nom de la course, il se passe quelque chose dans mon corps. Et donc du coup, je ne veux plus faire des courses seulement pour faire des courses ou cocher. Alors il y a forcément des courses préparatoires que du coup je vais aller caler avant de faire ma course de cœur, je dis. Mais du coup c'est assez limité et je suis de plus en plus à vouloir faire aussi des aventures off. Là j'ai fait le tour des écrins avec une copine pendant 4 jours. C'était incroyable et donc du coup je suis plus à 3-4 dossards, c'est déjà pas mal sur une année, surtout quand on est on est sur de l'ultra, Ouais. ça met du temps à récupérer. On a besoin aussi de voir de faire autre chose. 3-4, je trouve ça pas mal. Moi j'admire, non c'est pas forcément de l'admiration, mais je suis assez bluffée de ceux qui arrivent à faire 3-4 ultra trail dans l'année. Ouais. Comment ils récupèrent et comment ils arrivent à garder l'envie. Ouais, chapeau. Ouais, c'est clair. Bah, ultra ou même moins ultra. J'avais discuté l'année dernière avec Alexia Coudray de la team Simalp, Ouais. qui m'expliquait qu'elle était Ah partie oui. en 2024 pour prendre 60 dossards sur l'année. Je me disais, mais c'est incroyable. Enfin, c'était d'ailleurs le titre de l'épisode, c'est comment continuer à prendre du plaisir en courant 60 courses dans l'année, ce qui est quand même dingo. Mais ok, donc toi 3-4, oui, c'est sûr que vu les distances, pour que le corps puisse récupérer, ouais, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même durée. Tu parlais t'évoquais les courses de cœur. Et ben du coup ça m'amène à la question suivante. Quelles sont tes courses de cœur à venir? Est-ce qu'il y en a déjà que tu as en ligne de mire? Ah, il y en a une belle qui arrive. Non, c'est la Diagonale des Fous, ouais. Excellent, excellent. Tu l'as fait là. Euh, Attends, mais c'est maintenant là, non? Au moment où on je enregistre, la, c'est très bientôt là ouais, ou je c'est la déjà fais passé? là, on est dans Ah, moins de tu l'as trois fait? semaines. Oh Je vais la faire. punaise. Ok, ok. Ok, waouh, excellent. Ok, ouais, donc ça Bah, tu c'est un vois, projet rien que je le immédiat, quoi. cite, Ça arrive. j'ai le grand smile, donc c'est que ça Trop veut tout bien. dire. Ça veut tout dire. Excellent. Du coup, le départ, la date de départ exacte, c'est? C'est le 17 octobre à 22h. Oh, excellent. Donc, bah, écoute, ton épisode sort le 22. Donc, au moment où il sort, C'est vrai? bah, t'auras fini. T'auras fini. Ah là 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 Oh, là. trop bien. Fabuleux. Bah, attends, mais du coup, dis-nous en Je me plus. souhaite que tout se passe bien. Bah ouais, ouais, bah attends, carrément, on touche du bois et il y a pas de raison. Mais est-ce que bah, du coup, dis-nous en plus. Qu'est-ce qui t'attire? Pourquoi cette course? Pourquoi est-ce qu'elle te fait sourire quand tu Euh, l'évoques? alors, elle me fait sourire pour plein de raisons. Euh, J'étais déjà allée à La Réunion en 2019, il me semble, quand tu vois, je commençais un peu le trail. Mhm. Et, euh, et j'avais crapahuté là-bas, pas mal de petites sorties en 2 semaines. Et j'avais dit, mais jamais je ferai la Diac. Ils sont complètement tarés, les gens. C'est déjà l'humidité, la chaleur, le terrain, la technicité. En plus, sans bâton. Non, mais c'est Ah pas oui, pour c'est moi, vrai. ça, c'est impossible. Donc déjà, pour cette raison-là, ça me fait rire de me dire que je prends le départ dans moins de 3 semaines alors que j'avais dit jamais. Donc ne jamais dire jamais, ça tient vraiment. Et encore une fois, quand je passe des steps, enfin, je monte crescendo en distance, j'ai remarqué que je prenais toujours un peu les courses les plus dures. C'est-à-dire mon premier ultra, l'échappée belle, bon. Mon premier au-delà de 100 kills, je fais la TDS. Bon, on a quand même dit la TDS, c'était quand même pas la plus facile. Et là, pour mon premier 100 miles, ouais, ça me tenait à cœur d'aller encore une fois chercher de la difficulté. Et je me suis dit, bah, en termes de difficulté, je pense que la Diac, ça peut être chouette. Et donc voilà, je suis sur la Diac pour toutes ces raisons-là. Et en Excellent. fait, j'avais, euh, j'avais fait Madère aussi l'année dernière. Et le fait de traverser une île, Madère, je sais pas, ça, je m'étais dit, ah, c'est bizarre, c'est comme une introduction d'une mini-aventure sur une île que j'ai envie de réitérer. Et donc, du coup, ben, la suite logique, pour moi, elle a été de la continuer et de faire l'année prochaine la Réunion. Et ça s'est fait. J'ai été prise au tirage au sort et donc, du coup, le destin voulait que j'aille là-bas. Trop bien. C'est mon chemin qui continue vers cette direction.
Je trouve ça cool, c'est une belle histoire. Du coup, de quoi est-ce que est-ce qu'il y a des aspects de la course que tu attends vraiment avec impatience, tu vois? Enfin, moi, j'ai jamais eu la chance d'aller à La Réunion pour le moment, mais tout le monde me parle du cirque de Mafate. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des endroits un peu mythiques par lesquels on passe. Est-ce que toi, tu as des parties de la course que tu attends vraiment avec impatience? Pas forcément. Moi, j'attends avec impatience le départ. Je visualise beaucoup le départ. Depuis que je sais que je vais prendre cette course, je visualise aussi pas mal l'arrivée. Mais plus le départ, on m'a vraiment dit qu'il fallait kiffer le départ. En termes d'ambiance, de ressenti, je pense que ça va être très fort comme moment. Et après, moi, j'avais fait le choix de pas faire j'aurais pu aller faire la reco et passer peut-être 1 mois et demi à La Réunion parce que mon boulot, je peux le faire d'où je veux. Mais j'avais à cœur de faire ma prépa à Briançon en mode local. Parce que je veux me garder en fait tout cet aspect surprise. Je sais, quand je suis allée à La Réunion en 2019, je suis allée dans Mafate, Sillaos, Salazie, enfin j'ai fait les 3 cirques. Donc du coup, j'ai envie de garder, tu vois, on revient, on boucle la boucle sur l'aspect surprise où c'est flou, on a des petites images, mais ça reste le cerveau, il en a effacé pas mal. Et ben en fait, j'ai envie de jouer avec ça. J'ai envie de garder les petites images que j'ai eues et de me voir encore dire non mais jamais de la vie je le ferai cette diag et partir avec ces petites images très brèves, ces petits souvenirs là et de me construire cette histoire le jour J. Donc je suis pas trop dans la projection de absolument qu'est-ce que je veux voir ou qu'est-ce que je veux attendre ou dans Mafate, c'est moi avec Lille et on verra ce que ça donnera. Excellent. Mmh. Donc moi j'ai jamais fait, mais pour avoir discuté avec pas mal de gens qui l'ont fait, apparemment c'est vrai que le départ est complètement dingue, mais il y a le piège de partir trop fort parce que je crois qu'il y a une ambiance, enfin moi de ce qu'on m'expliquait, il y a une ambiance tellement folle sur quasiment 10 km je crois, que c'est possible que tu te laisses entraîner et que tu partes un peu trop fort. Donc voilà. Je pense que je vais partir trop fort, mais j'ai appris à le faire de manière raisonnée. J'essaierai de garder ça en tête. Je le garderai en tête, ouais. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite de te régaler. Peut-être on se fera un épisode débrief une fois la diag finie. Tu nous raconteras comment c'était. Mais en tout cas, je te souhaite de prendre énormément de plaisir. On arrive au bout, Flavie. Est-ce que toi, tu aurais un message que tu voudrais faire passer par rapport à justement cette pratique du sport, ce que tu as découvert, le long, l'équilibre que tu as réussi à instaurer dans ta vie au moment où tu t'es rendu compte que il manquait peut-être un peu, ou est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager? Je dirais que la vie, elle est quand même courte avec ses hauts et ses bas. Et j'ai eu des petites mauvaises nouvelles de personnes qui ont perdu des proches qui m'ont touchée récemment. Et c'est surtout de me dire que dans la vie, il faut oser, il faut pas en fait rester sur ses peurs et foncer sur les aventures les plus folles qu'on aimerait faire et qu'on n'ose peut-être pas parce que faut vibrer de l'intérieur et puis et voilà, vivre quoi. J'adore. Génial. Et écoute, un immense merci Flavie, c'était un plaisir d'échanger avec toi, d'en apprendre plus sur ton parcours, sur ce qui te fait vibrer dans le trail, dans l'ultra. Et puis écoute, encore une fois, kiffe à fond la diag et je te dis à très bientôt. Et merci à toi Loïc et puis au plaisir de ce petit échange et je penserai à ne pas partir trop fort à la diag. Excellent. Merci Flavie. Merci Loïc, bonne journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet échange avec Flavie jusqu'au bout. Pensez à partager l'épisode autour de vous à un maximum de personnes. Parlez également des frappés. En bref, faites du bruit pour le podcast. C'est la meilleure manière de remercier toutes ces personnes qui viennent témoigner au micro des frappés. Si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, je vous rappelle que vous pouvez le faire sur Tipeee, tipee.com/les-frappés. C'est à partir d'1 € par mois. Chaque euro contribue
au fonctionnement du podcast et jetez un œil. Il y a également des produits qui viennent d'arriver, casquettes, t-shirts de sport, estampillés du logo du podcast. Merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas et qui ont décidé de contribuer financièrement à l'aventure des frappés. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans lequel on va partir pour du secourisme en montagne avec le mythique PGHM.